Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'intérieur d'un ordinateur portable gamer, Lenovo IdeaPad Gaming 3. Un ordinateur gaming assez surprenant, vous allez voir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme on l'a mentionné au début, on va explorer l'intérieur d'un PC gamer, ses différents composants et quelques coups rapides sur certaines notions qu'on n'aurait pas vues dans nos vidéos passées. Car oui, les ordinateurs gamers ont des composants en plus que les ordinateurs standards n'ont pas. Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je travaille en ce moment à plein temps sur des trucs assez importants. J'ai aussi reçu énormément de messages et d'emails de mes abonnés concernant des formations en informatique et en maintenance informatique. C'est une question que j'étudie depuis très longtemps et sachez que vous les aurez très bientôt. Le PC que nous avons aujourd'hui est un IdeaPad de chez Lenovo. Il s'agit d'une série d'entrée de gamme que Lenovo a fait pour un peu démocratiser le gaming. La gamme de PC gamer qui est le plus connue chez Lenovo, c'est la série Legion. Mais déjà, avec les IdeaPad, on peut jouer quasiment à tous les jeux qu'on souhaite. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, largement suffisant pour que tout soit fluide à l'écran. Honnêtement, il joue très bien son rôle. On a pour ce modèle un processeur Intel Core i5 de la 10e génération, avec une carte graphique native Intel UHD Graphics, en plus de la carte graphique Nvidia GeForce GTX 16050 Ti. On peut facilement jouer à des jeux assez gourmands avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui confère justement une qualité de jeu assez fluide. Bref, on va l'ouvrir maintenant pour voir ce qu'il a dans le ventre. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que c'est le tout premier gamer qu'on démonte sur cette chaîne. Ça mérite un like les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Je commence par retirer les vis. Je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais assurez-vous de bien organiser vos vis. S'ils sont de tailles différentes, soit vous les disposez en fonction de leur taille, les petites et les grandes ensemble, ou si vous pouvez, disposez-les en fonction du sens de démontage. Entre nous les gars, cette méthode est pour les débutants. En tout cas, le plus important, c'est de refermer l'ordinateur après l'avoir ouvert, sans oublier de vis. Là, j'utilise mon outil pour déclipser le capot. Vous me direz que le cadre a changé depuis la dernière séance de démontage. Et oui, je suis dans un endroit différent. Et voilà, on peut enfin voir ce qu'il cache sous le capot. Il y a un peu de poussière quand même. On remarque tout de suite qu'il y a deux ventilateurs et qu'il y a plusieurs composants à refroidir. Ça, c'est typique chez les gamers. On a une large batterie de 45 watts pour une durée de 3 à 5 heures maximum. On voit que les deux emplacements de RAM sont tous deux occupés. On a ici 2 x 8 Go de RAM de type DDR4, donc 16 Go au total. Après, on a un SSD NVMe sur lequel est installé le système Windows 11 ainsi que les logiciels à cause de sa rapidité. Et juste à côté, on a un disque dur SATA. Je retire la barrette mémoire pour qu'on puisse la voir de plus près. Voilà, on a une barrette de 8 Go DDR4. Et pareil, une autre de 8 Go. Je les remets à leur place. J'attaque maintenant le SSD. On a juste une seule vis qui le retient. Voilà, on trouve ici 256 Go de stockage. Comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, ce genre de support de stockage est très rapide comparé au disque dur SATA. Toujours aussi relativement petit de taille. Je le remets rapidement à sa place. Maintenant le disque dur SATA. Habituellement, je vous dis après avoir ouvert le capot d'un PC, de tout de suite déconnecter la batterie pour plus de précautions. Et oui, je le maintiens toujours. Car oui, si vous faites une erreur de manipulation, une vis qui tombe sur la plaquette ou quelque chose comme ça, cela peut être fatal pour votre ordinateur. Créer un court-circuit et même griller des composants. Vous l'aurez remarqué, moi je ne l'ai pas déconnecté. Je sais ce que je fais et c'est juste une présentation rapide des composants. Mais dans votre cas, prenez bien soin de le faire. Je ne vais pas le retirer complètement, mais déjà on peut voir le nécessaire. On retrouve ici 1 Tera de stockage.
Il est relié à la motherboard par cette nappe. Dans cette configuration, ce disque dur est principalement utilisé pour stocker des fichiers. Il ne contient ni de système d'exploitation, ni aucun autre logiciel, bien qu'il soit possible de le faire. Mais comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, ces disques durs ne sont pas assez rapides comparés au SSD. Et justement, c'est pourquoi on a installé le système d'exploitation sur le SSD. On vient de voir les principaux périphériques de stockage de notre gamer. On attaque maintenant la partie la plus importante, le compartiment du processeur. On constate bien qu'il y a deux ventilateurs, et ces ventilateurs refroidissent principalement ces trois éléments qu'on verra sous peu. Je vais retirer cette partie. Comparé aux ordinateurs classiques, on retrouve ici plus d'éléments à refroidir. Car oui, un gamer a plus de fonctions à assurer. Ces vis ne sortent pas complètement. Je prends soin de le retirer avec délicatesse. Et ça y est, on peut les voir. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, on remarque qu'on a deux éléments supplémentaires en plus du microprocesseur qu'on n'a pas encore vu dans mes précédentes vidéos. Déjà, on a ici le microprocesseur. C'est un Intel Core i5 de la 10e génération avec une fréquence de 2.5 GHz. Mais ça, on l'a déjà vu. Pour ceux qui le découvrent, il s'agit de la pièce maîtresse de l'ordinateur. En gros, son cerveau quoi. Pour plus de détails, allez voir la vidéo qui s'affiche juste en haut de votre écran. Et là, juste à côté, on a la carte graphique. Il s'agit d'une puce Nvidia de la série GeForce 16050 Ti. Les puces des cartes graphiques sont très souvent plus grosses que celles des microprocesseurs. C'est souvent comme cela qu'on les reconnaît facilement. Et là, on a le chipset. Alors, un détour rapide pour mieux comprendre ce qu'est une carte graphique. La carte graphique, ou GPU, pour Graphics Processing Unit en anglais, est en gros le cerveau visuel de votre ordinateur. Tous les ordinateurs, sans exception, en ont tous, se présentant sous différentes formes. Car oui, c'est un besoin vital pour votre ordinateur. C'est le composant qui gère tout ce qui concerne les graphiques que l'ordinateur affiche à l'écran. On parle donc des images, des vidéos et autres. C'est aussi grâce à ce composant que vous pouvez voir l'interface de votre ordinateur, le bureau, les fenêtres, les icônes, les images et vidéos que vous regardez, les graphiques 2D et 3D et tout le reste. En plus de toutes ces tâches, si la carte graphique est assez performante, elle peut soulager énormément de microprocesseurs, surtout dans les tâches qui demandent beaucoup de calculs, comme le montage ou l'encodage de vidéos, ou même les calculs en intelligence artificielle. Ces tâches sont principalement assignées au processeur, mais la carte graphique, si elle est suffisamment puissante, peut aussi s'en charger. Son rôle ne s'arrête pas qu'à là non plus. Pour les plus curieux, je vous laisse chercher vous-même. On retrouve les cartes graphiques sous différentes formes. Pour les ordinateurs portables, les puces des cartes graphiques sont directement incorporées à la carte mère. Mais pour les ordinateurs de bureau, c'est un composant entièrement dédié et détachable de la carte mère. On verra plus en détail dans quelques instants. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle d'informatique en général et de maintenance informatique. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Et donc, on a trois principaux concepteurs de cartes graphiques. On a Intel, AMD et Nvidia. Intel n'est pas un acteur majeur dans ce milieu. Leurs cartes graphiques sont généralement intégrées à leur microprocesseur Intel Core dans le but de réduire au maximum le coût de production. On les appelle souvent les iGPU pour Integrated Graphics Processing Units. Leur rôle est assez basique. Afficher l'interface Windows ou macOS, lire des vidéos et lancer des jeux peu gourmands et les applications bureautiques. Les gammes les plus connues sont le Intel HD et UHD Graphics, ainsi que la série Intel Iris. Le marché des cartes graphiques est partagé en majorité entre AMD et Nvidia, avec pour Nvidia 80% des parts du marché et 20% pour AMD. Dans la gamme AMD, on a le Radeon RX 6000 et 7000, avec pour la dernière version la série RX 9000.
basée sur l'architecture RDNA 4, qui est actuellement la carte graphique de haute gamme de chez AMD, destinée au grand public. Après, on a le Radeon Pro et le Radeon Instinct, et d'autres de basse et milieu de gamme. Nvidia est actuellement la vedette dans le milieu des cartes graphiques, avec notamment le Ray Tracing qui apporte une couche de réalisme très accrue dans la modélisation 3D et dans les jeux vidéo. D'autant plus qu'ils commencent depuis peu à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour leur nouvelle génération de cartes graphiques. Nvidia propose également plusieurs séries de cartes graphiques. On a notamment la série GeForce GTX, qui est une gamme plutôt ancienne, destinée au gaming classique, et la fameuse série RTX, qui est la série de haute gamme de chez Nvidia. Et c'est justement cette série qui introduit le Ray Tracing et le DLSS à partir de la série RTX 2000. Après cela, on a aussi la série Nvidia Titan, qui est un hybride entre gaming et usage professionnel. Il y a encore d'autres séries qu'il n'est pas nécessaire de voir dans cette vidéo. Ce que vous devez savoir en plus, c'est qu'on a des assembleurs de cartes graphiques. Ce sont des entreprises qui utilisent les puces de Nvidia ou AMD pour fabriquer et commercialiser des cartes graphiques finales en y ajoutant des systèmes de refroidissement, des designs personnalisés et parfois des overclocking pour de meilleures performances. Les principaux assembleurs sont Asus, MSI et Gigabit. Les formes facteurs des cartes graphiques. Les cartes graphiques, selon leur destination, se présentent sous plusieurs formes. Pour les ordinateurs portables, on ne s'embête pas. La puce de la carte graphique est directement incorporée à la carte mère de l'ordinateur, généralement à proximité du microprocesseur. Et justement, ils se partagent le même système de refroidissement, ce qui contribue entre autres à réduire le coût de production de nos ordinateurs. Pour les ordinateurs bureautiques, c'est une toute autre forme qu'on retrouve. D'un côté, on a des cartes basiques, souvent de taille modeste et donc de moins bonne qualité avec un petit radiateur pour le refroidissement. Et de l'autre côté, on a des cartes plus performantes qui sont plus grandes, plus complètes et plus sophistiquées avec un système de refroidissement plus complexe, généralement du air cooling, donc des ventilateurs posés sur des radiateurs. Avec souvent, pour certains constructeurs, du water cooling, du refroidissement à eau. Ce que ces cartes graphiques ont en commun est d'abord les broches de connexion à la carte mère à travers des slots PCI Express et différents ports de sortie vidéo. On pourrait y avoir des ports HDMI, des ports VGA, des DisplayPort ou même des ports Type C, appelés aussi Thunderbolt. C'est bon avec les cartes graphiques. Passons maintenant aux composants suivants qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne, le chipset. Le chipset est considéré un peu comme le chef d'orchestre de votre machine. C'est un composant majeur dans la coordination entre les différents éléments matériels de l'ordinateur. L'un de ses rôles est d'agir comme un hub central qui relie le processeur, la mémoire vive ou la RAM, le stockage, le disque dur ou SSD, la carte graphique et d'autres périphériques supplémentaires. Chaque fois qu'un composant veut échanger des données avec un autre, c'est le chipset qui organise tout. Il joue aussi un rôle de régulateur des informations qui circulent entre les différentes parties de l'ordinateur, un peu comme un agent de circulation qui empêche les embouteillages. C'est entre autres ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner de manière fluide et rapide. Enfin, le chipset détermine quel type de processeur peut être installé sur la carte mère de l'ordinateur, en fonction du socket ou connecteur physique et de l'architecture supportée, par exemple Intel Core ou AMD Ryzen. J'espère que vous avez compris, en gros, ces deux composants majeurs de l'ordinateur. On constate qu'au-dessus de ces composants, on retrouve de la pâte thermique. C'est ce qui permet, pour ceux qui l'ignorent, d'assurer un bon refroidissement des composants, tout en assurant un bon contact avec le radiateur. Et voici ici le ventilateur, ou plutôt les ventilateurs, puisqu'on en a deux. Je les retire pour voir. On a deux ventilateurs à cause du fait qu'il y a plus d'éléments qui doivent être refroidis. Il est quand même assez sophistiqué, avec deux sorties d'air. Pour un PC gamer, un bon refroidissement est crucial. Après, on a ici la carte réseau. Il s'agit tout simplement du composant qui s'occupe de tout ce qui concerne le réseau de l'ordinateur. La réception du Wi-Fi et son émission, autrement dit, le point d'accès qui permet à d'autres appareils de se connecter au réseau de l'ordinateur lui-même. Il peut être incorporé directement à la carte mère, mais le plus souvent, il est monté comme composant externe, avec deux câbles en guise d'antenne qui quittent dans le compartiment de l'écran pour venir se brancher directement sur la carte.
Le Bluetooth est souvent géré par un composant autre que la carte réseau. On passe maintenant au remontage. Je commence par le ventilateur, c'est le plus simple. Maintenant, les caloducs ou heat pipe en anglais. C'est aussi un composant très important dans la dissipation de la chaleur issue de l'ordinateur. Il absorbe la chaleur des différents composants avec lesquels il est en contact à travers la pâte thermique et transfère cette chaleur vers des ailettes métalliques situées à proximité du ventilateur. Et c'est là que le ventilateur se charge de l'évacuer vers l'extérieur de l'ordinateur. Je reconnecte le ventilateur. Ça va, je crois qu'on a fait le tour. Je vais le refermer et passer au test crucial, le test de démarrage. Si l'ordinateur démarre, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Par contre, il se peut aussi que ça ne démarre pas, peut-être que j'ai oublié de rebrancher quelque chose à sa place, ou que malheureusement il se peut que j'ai peut-être grillé quelques composants sans le savoir. La partie que je préfère quand je referme un PC, c'est le clipsage. Oh, j'adore. C'est dur par ici, hein. J'allume maintenant pour voir si tout est correct. Je crois que tout va bien. Et maintenant, je peux remettre la vis. J'essaie de me retrouver avec ma disposition de vis. Ici, j'ai juste regroupé les grandes vis ensemble et les petites à côté, vu qu'il y en avait que deux tailles différentes. Je place toutes les vis du dessus et je repasse sur chacune tour à tour. Ça fait gagner un temps considérable. Maintenant, autour des petites vis du bas. Déjà, si vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Je vérifie bien que je n'ai rien oublié. Ok, c'est bon. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a appris énormément de choses. Si c'est le cas, et je sais que c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble un autre ordinateur gamer 10 fois plus puissant, ordinateur 100% gaming. On fera ensemble un review complet de ses performances et après on l'ouvre pour explorer ses composants comme on vient de le voir. C'est une vidéo que vous ne devez pas du tout rater. Alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne et gardez la cloche activée pour être notifié.